Qui est Justine? Est-il mon fils? Demanda Elia, sa voix tranchante, lourde de douleur et de colère. Son visage était rigide, sa mâchoire serrée, ses yeux brûlants d'indignation. Alice se figea. Elle tenta de rester calme, feignant la nonchalance comme si elle ne comprenait pas. Dans son esprit, si le mariage avec Elia lui échappait, peut-être son fils pourrait-il encore hériter de sa fortune, à condition qu'elle parvienne à maintenir le mensonge. Mais Elia la fixait, exigeant des réponses. Pendant 5 ans, sa voix tremblait, mais ses mots coupaient comme du verre. Pendant 5 ans, tu as osé me tromper, et ton fils, nous faisant croire que j'étais son père. Je pensais autrefois que tu étais une bonne mère, Alice, mais maintenant je vois qui tu es vraiment. Désespérée, sans vergogne. Alice déglutit péniblement, tentant de masquer sa culpabilité. Elia, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ne t'avise pas. Lança Elia, l'interrompant. Ton secret est dévoilé. Tu es tombé si bas que tu t'es même donné à mon propre médecin. Tu me dégoûtes. La façade d'Alice s'effondra. Réalisant qu'elle ne pouvait plus bluffer, elle tomba à genoux, sa voix brisée. S'il te plaît, Elia, j'étais désespérée. Je ne savais pas quoi faire d'autre. 2 jours plus tôt, Elia était revenue à Lagos avec Michel à ses côtés. Les rues de la ville vibraient de vie, mais pour lui, elle semblait plus petite, plus froide, vide comparée à la chaleur du village, au rire des enfants et aux promesses qu'il avait faites de tout reconstruire. Mais il ne pouvait pas encore se reposer. Il y avait des affaires inachevées. Alice, il se rendit à l'appartement qu'il lui avait fourni, chaque seconde dans cette voiture pesante de détermination. Alice ne vit pas venir la confrontation. Debout devant elle, les mots d'Elia étaient comme du fer. Sans Justine, je t'aurais demandé de quitter ma propriété à cette seconde même. Mais écoute-moi bien, Alice. Ce sera la dernière fois que tu poseras les yeux sur moi. Il se tourna pour partir, mais à cet instant, une petite voix perça l'air. Papa. Justine émergea de sa cachette, les larmes brillant dans ses jeunes yeux, trop jeune pour comprendre la gravité de ce qu'il venait d'entendre. Elia se figea, son cœur se tordant de douleur. Il se tourna lentement, mais sa voix resta ferme. Je ne suis pas ton père. Ta mère passera le reste de sa vie à t'expliquer à quel point elle était désespérée. Les petites mains de Justine tremblaient alors qu'il tendait les bras. Papa, s'il te plaît, reste. Alice s'effondra, sanglotant. Je suis tellement désolée. J'étais désespérée, Elia. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. La poitrine d'Elia se soulevait lourdement, sa tête palpitant de chagrin. Pour Justine, il ressentit une pointe de pitié. Pour Alice, seulement de la déception et du dégoût. Il ferma les yeux, se ressaisit et s'éloigna, laissant Alice effondrée sur le sol, ses pleurs résonnant dans le silence. Elia rentra chez lui en silence, ses mains crispées sur le volant, les yeux fixés sur la route, mais son esprit perdu dans la tempête qui faisait rage en lui. La confrontation était terminée, mais les blessures qu'elle avait laissées étaient plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. En entrant chez lui, il sortit son téléphone. Sans hésiter, il fit défiler ses contacts, trouva le numéro d'Alice et le bloqua. Cela semblait définitif, comme s'il claquait la dernière porte qui le reliait à ses mensonges. Mais le téléphone portait encore des traces d'elle, des photos, des souvenirs qui avaient autrefois eu un sens, désormais empoisonnés par la trahison. Son pouce hésita alors qu'il ouvrait la galerie. La voilà, Alice souriante, le visage innocent de Justine à ses côtés. Il serra la mâchoire, retenant la douleur dans ses yeux. À chaque glissement, il supprimait. Un par un, il effaça les moments bâtis sur la tromperie. Lorsqu'il posa le téléphone sur la table, sa poitrine se soulevait, sa vision brouillée. Pour la première fois depuis des années, Elia pleura ouvertement, ses épaules tremblant sous le poids de la douleur qu'il ne pouvait plus retenir. Des pas légers s'approchèrent. Michel, elle s'avança lentement, portant une calme bien au-delà de son âge. Sans un mot, elle s'assit à côté de lui et s'appuya doucement contre son bras. « Papa, dit-elle doucement, sa voix mêlant innocence et sagesse. Je suis désolée que tu doives traverser tant de douleurs,
mais maman me disait toujours que ce qui fait mal mais ne tue pas nous rend plus forts. » Ces mots le frappèrent comme une lumière chaude au milieu d'une tempête. Elle ressemblait exactement à sa mère, Muna, la femme qui avait autrefois reconstitué ses morceaux brisés. Elia se tourna vers Michel, ses larmes se transformant en un fragile sourire. Il tendit la main et frotta tendrement ses cheveux, la serrant contre lui. « Tu parles comme elle », murmura-t-il. Michel sourit, des larmes scintillant dans ses yeux. À cet instant, Elia sut que c'était sa famille désormais, juste deux, et il donnerait tout ce qu'il avait pour la protéger, pour s'assurer qu'elle ne manque de rien. Il resserra son étreinte, chuchotant dans ses cheveux. « Tant que je serai en vie, Michel, tu ne seras jamais seul. » La nuit devint silencieuse, le poids de la trahison lentement remplacé par le lien entre père et fille. La douleur d'Elia n'avait pas disparu, mais en présence de Michel, elle commençait à trouver un sens. Pendant ce temps, Alice était assise sur le sol de son appartement longtemps après le départ d'Elia, le visage enfoui dans ses mains. Ses larmes avaient séché, mais le silence autour d'elle était étouffant. Elle tendit la main vers son téléphone, tremblante, et composa un numéro qu'elle avait espéré ne jamais révéler. « Qu'un » Sa voix se brisa. « C'est fini, Elia, c'est tout. Il m'a quitté. Les plans que nous avions faits, tout a échoué. » Il y eut une longue pause à l'autre bout avant qu'une voix grave et profonde ne réponde. « Calme-toi, Alice. Je viens. Reste où tu es. » 1 heure plus tard, un coup résonna contre la porte de l'appartement. Alice se précipita pour ouvrir, les yeux gonflés de larmes. Devant elle se tenait Qu'un, large d'épaules, bien habillé, son expression indéchiffrable, mais sa présence imposante. Il entra, jetant un regard autour de lui comme s'il évaluait le vide laissé par Elia. « Mon fils. » La voix de Qu'un résonna de fierté alors qu'il aperçut Justine, assise silencieusement sur le canapé, son petit visage encore humide de larmes. Mais la tête de Justine se releva brusquement, ses yeux plissés en reconnaissant l'homme qui avait été un étranger toute sa vie. Sans un mot, Justine se leva, sa poitrine se soulevant de colère et de confusion. « Tu n'es pas mon père, » murmura-t-il, sa voix basse mais lourde. Puis, sans un autre regard, il quitta la pièce en trombe, ses pas résonnant de défi. Le sourire confiant de Qu'un vacilla. Il regarda Alice, une lueur d'incrédulité dans les yeux. « Il ne me reconnaît même pas. » Alice déglutit, sa voix tremblante. « Il est blessé. Il a appelé Elia son père pendant des années. Tu ne peux pas juste arriver et espérer qu'il t'accepte. » Pendant un bref instant, la composure de Qu'un se fissura, sa mâchoire se serra, sa fierté blessée. Il se détourna d'Alice, fixant la porte par laquelle Justine était passée et murmura sous son souffle. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Qu'un arpenta le petit salon, les mains croisées dans le dos, son esprit déjà en mouvement dans des directions dangereuses. Alice l'observait nerveusement, son corps tendu, incertaine de ce qui allait sortir de sa bouche. Enfin, il s'arrêta et se tourna brusquement vers elle. Ses yeux étaient froids, calculateurs. « Alice, nous avons besoin d'argent, » dit-il platement. « Elia t'a exclu, et il ne reviendra jamais en arrière. Mais l'argent ? L'argent nous permettra de tenir debout. » Alice fronça les sourcils, confuse. « Qu'un, de quoi parles-tu ? Il me déteste maintenant. Il m'a bloqué. Il ne me donnera pas un centime. » Qu'un se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure plus menaçant qu'un cri. « Pas volontairement. Mais il y a un autre moyen. » La respiration d'Alice se bloqua. « Que veux-tu dire ?» Il esquissa un sourire, son ton stable comme s'il discutait d'affaires et non d'un crime. « Michel, c'est son cœur, sa seule enfant. Si nous l'avons, Elia n'aura d'autre choix que de payer ce que nous demanderons. Cette fille est la chose la plus importante dans son monde. » Les yeux d'Alice s'écarquillèrent, l'horreur se mêlant à l'incrédulité. « Enlever Michel, Qu'un, c'est de la folie. Elia ne me pardonnera jamais, ni à toi. » Qu'un ricana, l'interrompant. « Tu rêves encore de pardon après ce qui vient de se passer ? Ce pont est parti, Alice, réduit en cendres. Si tu veux survivre, si tu veux que Justine ait un avenir,
tu feras ce que je dis. Les mains d'Alice tremblaient. Elle pouvait à peine respirer. Mais c'est juste une enfant. Les yeux de Cain se durcirent. Exactement. Et c'est pourquoi Elia fera n'importe quoi pour la récupérer. Il paiera. Il suppliera. Il rampera s'il le faut. Et quand il le fera, nous aurons enfin l'argent dont nous avons besoin. La pièce devint silencieuse. Le cœur d'Alice battait dans sa poitrine. Elle regarda vers la porte fermée de Justine, la peur lui serrant la gorge. Si Cain mettait ce plan à exécution, il n'y aurait pas de retour en arrière. Et au fond d'elle, elle savait que Cain était sérieux. Mortellement sérieux. Alice resta figée sur le canapé, les mots de Cain résonnant dans ses oreilles. Enlever Michel. Cette seule pensée lui tordait l'estomac. Pourtant, Cain se tenait devant elle avec la certitude d'un homme qui avait déjà décidé. Alice, dit Cain fermement, s'approchant. C'est le seul moyen. Penses-tu qu'Elia te donnera une autre chance? Penses-tu qu'il considérera un jour Justine comme son fils à nouveau? Non. Cette porte est fermée pour toujours. Mais si nous faisons ça, nous aurons assez d'argent pour commencer une nouvelle vie, une meilleure. Toi, moi et Justine. Les lèvres d'Alice tremblaient. Mais Cain, elle est innocente. Elle ne nous a rien fait. Je ne sais pas si je peux. Cain s'accroupit, saisissant ses épaules, ses yeux fixés sur les siens. Écoute-moi. L'innocence n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la survie. Tu as déjà perdu Elia. Veux-tu tout perdre d'autres aussi? Veux-tu que Justine grandisse sans rien? C'est notre chance. Les larmes montèrent aux yeux d'Alice alors que sa résistance s'effritait. Elle jeta un regard vers le couloir où se trouvait la chambre de Justine, sa voix se brisant. Si nous faisons ça, Cain, promets-tu que Justine n'en saura jamais rien? Cain esquissa un sourire froid. Bien sûr, il ne verra que les résultats, l'argent, la nouvelle vie. Laisse-moi m'occuper du reste. Alice ferma les yeux étroitement, comme pour bloquer sa propre conscience. Enfin, elle hocha légèrement la tête. D'accord, je ferai ce que tu dis. Cain se leva, une satisfaction se répandant sur son visage. Il s'approcha de la fenêtre, sa voix calme, mais dangereuse. Bien, parce que le plan commence maintenant. Elia ne verra rien venir. Nous trouverons un moyen de prendre Michel quand elle sera la plus vulnérable. Peut-être sur le chemin du retour de l'école ou lorsqu'elle sera avec son père. Nous observons, nous attendons, et ensuite nous frappons. Alice enfouit son visage dans ses mains, murmurant sous son souffle, « Dieu, pardonne-moi ». Mais l'expression de Cain se durcit. Il ne pensait pas au pardon. Il pensait au pouvoir, à l'argent, et à la manière parfaite de briser Elia une fois pour toutes. La vie d'Elia commença à prendre un nouveau rythme. La gosse semblait plus léger, plus supportable maintenant que les ombres de la trahison étaient derrière lui. Michel s'épanouissait à l'école, son rire remplissant la maison qu'Elia avait transformée en foyer. Elle parlait souvent du village, de l'arbre à mangue, des enfants qu'elle y avait rencontrés. Et Elia souriait, voyant dans ses yeux le reflet de l'espoir qu'il avait tant désiré. Chaque matin, il la réveillait, l'aidait à s'habiller et lui préparait son petit déjeuner. Il parlait de l'école, de la vie, des rêves. Elia était devenu non seulement son père, mais son protecteur, son mentor, son meilleur ami. Et bien que l'absence de Justine tirait encore sur les coins de son cœur, il savait que certaines blessures avaient besoin de temps pour guérir et que l'honnêteté avait enfin apporté de la clarté. Dans le village, la transformation était remarquable. L'école se dressait fièrement, fraîchement peinte et équipée de nouveaux livres et bancs. Le centre de santé bourdonnait d'activités, avec des infirmières et des médecins offrant des soins gratuits. Les maisons étaient réparées, les rues plus propres, et les villageois saluaient Elia, non comme un homme riche de la ville, mais comme l'un des leurs, un fils qui était revenu et qui se souvenait d'eux. Elia visitait souvent, parfois avec Michel, parfois seul. À chaque fois qu'il traversait le village, il ressentait un sentiment d'accomplissement, sachant qu'il tenait ses promesses, non seulement envers ceux qu'il aimait, mais envers la communauté qu'il avait façonnée. La tombe de Muna scintillait sous le soleil,
orné de fleurs fraîches, symbole d'amour, de perte et de mémoire. À sa tombe, il s'asseyait parfois en silence, murmurant des mots d'excuse, de gratitude et d'espoir. À Lagos, Elia se concentrait sur son travail, mais différemment désormais. Le succès ne signifiait plus seulement la richesse ou le pouvoir. Il signifiait construire, donner et laisser un héritage. Ses entreprises soutenaient des initiatives éducatives, des programmes de santé et le développement communautaire, non seulement dans le village, mais dans d'autres zones négligées. Un soir, Elia se tenait sur le balcon de sa maison à Lagos, regardant les lumières de la ville. Il ressentait un calme qui lui avait été étranger pendant des années. Aucun mensonge, aucune manipulation, aucune trahison ne pouvait lui enlever cette paix. Il avait reconstruit ce qui comptait. Le lien avec sa fille, l'honneur de sa famille, la promesse à son village. Michel apparut derrière lui, s'appuyant sur la balustrade. « Papa », dit-elle doucement, sa voix pleine de chaleur. « Je suis heureuse que tu sois à moi. » Elia se tourna, la serrant dans ses bras. « Et je suis l'homme le plus chanceux du monde de t'avoir, » murmura-t-il. « Nous nous avons maintenant, et c'est tout ce qui compte, la ville, le village, la vie pour laquelle il s'était battu. » C'étaient toutes des pièces d'une histoire qu'il raconterait un jour. Une histoire de douleur, de pardon, d'amour et de renaissance. Et pour la première fois depuis longtemps, Elia s'autorisa à espérer, non seulement pour le succès, mais pour le bonheur, pour la paix, pour une famille intacte. La route devant lui était encore longue, mais pour la première fois, Elia la parcourait libre de peur, libre de regrets, et plein de détermination. Et alors que la nuit tombait, père et fille s'assirent ensemble, regardant les étoiles, rêvant de la vie qu'ils construiraient ensemble, inébranlable, intacte et sans peur. Mais de l'autre côté de la ville, dans un appartement faiblement éclairé, Alice et Cain étaient assis en silence. La nuit était calme, mais le poids de leur plan pesait lourdement dans la pièce. Les yeux de Cain étaient perçants, froids, son esprit déjà en train de calculer chaque mouvement. « Nous attendons le bon moment », murmura-t-il. « Michel et sa faiblesse. Et quand nous l'aurons, Elia pliera. » Alice frissonna, déchirée entre la peur et le désespoir. Elle pensa à Justine, à l'avenir qu'elle voulait pour lui, et se força à hocher la tête. Alors qu'Elia et Michel contemplaient les étoiles, rêvant de demain, ils ne savaient pas que des ombres se rapprochaient, complotant pour déchirer la fragile paix qu'ils avaient si durement construite. Cain n'était pas homme à perdre du temps. 2 nuits après sa conversation avec Alice, il rencontra un groupe d'hommes à l'allure rude dans l'arrière-salle d'un bar délabré à la périphérie de Lagos. L'air empestait la cigarette et l'alcool bon marché, mais les affaires étaient leur priorité. « Ce sont les gars », dit Cain, désignant 3 hommes assis autour d'une table en bois abîmé. « Ils font les choses vite, proprement et discrètement. » Les hommes hochèrent la tête, les yeux froids, les visages endurcis par une vie de crime. L'un d'eux, grand avec une cicatrice sur la joue, se pencha en avant. « Donc, la cible est une petite fille. »« Pas n'importe quelle fille, » répondit Cain. « C'est le monde d'Elia, sa seule fille. Si nous l'avons, cet homme paiera n'importe quoi. » Un court silence suivit. Puis l'homme à la cicatrice esquissa un sourire. « Considérez ça comme fait. » Quelques jours plus tard, les hommes commencèrent à suivre la routine de Michel. Ils l'observaient de loin sortir de l'école, rire avec ses amis, et les moments où le chauffeur d'Elia venait la chercher dans une voiture noire élégante. Elle semblait intouchable, toujours protégée. Mais Cain était patient. Il continuait à surveiller. Un après-midi, alors que la dernière cloche de l'école retentissait, Michel sortit avec ses livres pressés contre sa poitrine. Elle fit un signe d'adieu à une camarade de classe et se dirigea vers les grilles. Les kidnappeurs étaient déjà à proximité, leur camionnette garée discrètement dans la rue. Mais alors, quelque chose d'inhabituel attira leur attention. Une voiture noire élégante s'arrêta près des grilles de l'école, ses vitres teintées cachant les passagers à l'intérieur. Michel hésita, puis s'avança vers elle. Les hommes échangèrent des regards inquiets. « Qui est dans la voiture ?» murmura l'un d'eux. « Aucune idée », siffla un autre. « Mais la fille se dirige par là. »« Bougez !»
L'un des hommes glissa hors de la camionnette et se déplaça rapidement, se fondant dans la foule. Ses yeux se fixèrent sur Michel. Alors qu'elle approchait de la voiture élégante, sa main jaillit, saisissant son bras fermement. Michel octa, laissant tomber ses livres, son petit corps luttant contre son emprise. « Lâchez-moi » cria-t-elle, sa voix tremblante. L'homme la tira en arrière, la traînant vers la camionnette en attente. Le plan était à quelques secondes de réussir. Mais alors, cela se produisit. La voiture noire rugit à la vie. Les pneus crissèrent alors que le chauffeur fit pivoter le véhicule à travers la route, bloquant le chemin de la camionnette. Une porte s'ouvrit violemment. Bang! Un coup de feu retentissant déchira l'air. Le kidnappeur se figea, son emprise sur Michel se relâchant instantanément. Des cris de panique éclatèrent alors que parents et élèves se dispersaient dans toutes les directions. Michel trébucha, libre, des larmes coulant sur son visage alors que l'homme qui l'avait saisi tombait au sol, tenant son épaule. La porte de la voiture noire restait ouverte, mais la silhouette à l'intérieur était cachée. Qui que ce soit, il n'était pas là par hasard. Les kidnappeurs paniquèrent, se précipitant vers la camionnette. « Abandonnez! Abandonnez !» cria l'un d'eux alors qu'ils s'enfuyaient, laissant le chaos derrière eux. Michel se tenait tremblante, les yeux écarquillés, fixant la voiture noire qui venait de lui sauver la vie. La voiture noire fit un virage plus large. Des pas lourds frappèrent le sol. Un homme grand en costume noir impeccable en sortit, sa carrure large, ses yeux cachés derrière des lunettes sombres. Ce n'était pas n'importe qui. C'était l'un des gardes de sécurité privés d'Elia, assigné discrètement pour veiller sur Michel depuis l'ombre. Il se déplaça avec précision, son arme toujours dégainée, pointée directement sur le kidnappeur roulant au sol, tenant son bras ensanglanté. « Ne bouge pas !» aboya le garde, sa voix autoritaire, traversant le chaos. L'homme blessé gémit, son visage pâle de douleur, mais il se figea où il était, la peur l'emportant sur son bravoure. En quelques secondes, un autre garde sortit de l'autre côté de la voiture élégante, se précipitant vers Michel. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-il, s'agenouillant à son niveau tout en la guidant doucement vers la sécurité de la voiture. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle s'accrochait à lui, les yeux fous de terreur. Le premier garde pressa son genou dans le dos du kidnappeur, lui passant les menottes avec une aisance exercée. « Tu pensais pouvoir toucher la fille du patron ? Mauvais choix, murmura-t-il froidement. Le kidnappeur cracha au sol, son visage tordu de douleur et de rage. « Vous ne savez pas à qui vous vous frottez. Qu'un va. » Smack. Le garde le fit taire en pressant le canon de son arme contre son cou. « Garde ça pour la police. Tu parleras bien assez tôt. » Les parents et les passants se rassemblèrent à distance, murmurant sous le choc, observant la scène se dérouler comme dans un film. Le moteur de la voiture noire ronronnait toujours, prêt à emmener Michel en sécurité. Michel, tremblante, jeta un dernier regard à l'homme qui avait tenté de l'enlever. Puis elle enfouit son visage dans la poitrine du garde, murmurant à travers ses larmes, « Je veux mon papa ». Le garde hocha la tête fermement. « Et tu vas le voir tout de suite, jeune fille. Personne ne t'enlèvera jamais. » Alors que les portes de la voiture se refermaient et que le véhicule filait vers le manoir d'Elia, le kidnappeur blessé se tordait sur le trottoir, entouré par les gardes armés restés sur place. Ce n'était pas seulement un enlèvement raté. C'était le début d'une guerre que Cain venait de provoquer. La voiture noire entra dans l'enceinte d'Elia comme une tempête. 2 gardes sautèrent dehors, ouvrant la porte arrière. Michel trébucha dans les bras de son père avant que quiconque puisse dire un mot. « Papa !» cria-t-elle, s'agrippant à sa chemise avec des mains tremblantes. Son petit corps tremblait violemment contre sa poitrine. Le cœur d'Elia s'arrêta presque. Ses bras l'enlacèrent instantanément, la serrant contre lui comme s'il pouvait la protéger du monde entier. « Michel, ma chérie, que s'est-il passé ?» Sa voix se brisa, oscillant entre la peur et la fureur. L'un des gardes s'avança, l'expression grave. « Monsieur, il y a eu une tentative d'enlèvement à son école. Un suspect à terre, »
blessé et en garde à vue. Les autres se sont échappés. Les yeux d'Elia s'écarquillèrent, sa mâchoire se serrant jusqu'à ce que ses dents lui fassent mal. Il embrassa le front de Michel encore et encore, murmurant « Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » Mais à l'intérieur, il bouillonnait. Comment ont-ils osé? Sa voix était basse, tremblante de rage. Comment ont-ils osé s'en prendre à ma fille? Michel se recula juste assez pour le regarder, les larmes coulant encore. Ils ont essayé de m'emmener, papa, mais tes hommes les ont arrêtés. Les bras d'Elia se resserrèrent autour d'elle. Et personne ne te touchera plus jamais. Je le jure. Il se tourna vers ses gardes, sa voix comme un tonnerre. Découvrez qui les a envoyés. Pas une pierre non retournée. Je veux des noms, des visages et des réponses. Les gardes échangèrent des regards. Ils avaient déjà une piste. Quelques heures plus tard, dans une salle d'interrogatoire sombre, le kidnappeur blessé était assis, le bras bandé, menotté à une chaise. La sueur coulait sur ses tempes alors que 2 officiers se penchaient sur la table. « Tu ferais mieux de commencer à parler », grogna l'un d'eux. « Tu penses qu'on ne sait pas déjà pour qui tu travailles ?» La résolution de l'homme craqua rapidement. Avec la douleur qui le rongeait et la réalité de son échec qui s'installait, il finit par craquer. C'était Quint. Quint a tout planifié. Alice était dans le coup, elle aussi. Il voulait la fille pour une rançon. Les officiers échangèrent des regards perçants. L'un d'eux se leva immédiatement, sortant de la pièce. Dans l'heure, des camions de police roulèrent vers la cachette de Quint. Quint fut pris au dépourvu lorsque les coups contre sa porte firent trembler les murs de l'appartement. « Ouvre, police !» Il eut à peine le temps de saisir sa veste que la porte s'ouvrit violemment. Des officiers armés firent irruption, le plaquant contre le mur. Alice cria alors qu'on l'entraînait derrière lui. « Vous ne pouvez rien prouver », cracha Quint, luttant contre les menottes. L'officier qui le tenait ricana. « Ton homme a déjà chanté comme un oiseau. C'est fini. » Alors que Quint était poussé dans la camionnette en attente, il jeta un regard en arrière à Alice, son visage pâle, strié de larmes. Il lui avait promis richesse et survie, mais maintenant, tous deux étaient enchaînés. Elia entra dans la salle d'audience, la main de Michel dans la sienne. Son visage était calme, mais ses yeux portaient un feu. De l'autre côté de la salle, Alice et Quint étaient assis côte à côte sur le banc des accusés, tous deux menottés, dépouillés de l'arrogance qu'ils portaient autrefois comme une armure. Pendant des années, Alice l'avait trompé, lui faisant croire que Justine était son fils. Et maintenant, avec Quint, elle avait osé comploter contre le seul trésor qui lui restait dans ce monde, Michel. Cette fois, Elia n'allait pas laisser passer. Les accusations étaient claires. Enlèvement et conspiration. La salle d'audience était remplie de murmures alors que l'épreuve se déroulait. Les témoins parlaient, le kidnappeur blessé témoignait, et une vérité après l'autre était révélée. Alice et Quint n'avaient pas seulement menti à Elia. Ils avaient voulu le détruire, voler sa fortune, briser sa famille. Lorsque le verdict tomba, il fut rapide et juste. Alice et Quint furent tous deux reconnus coupables. 5 ans chacun derrière les barreaux. Alice s'effondra en larmes. Quint fixa en silence, mais il n'y avait pas d'échappatoire. La tromperie, la trahison, le plan maléfique, tout s'était écroulé. Après la condamnation, la grand-mère de Justine, la mère d'Alice, s'avança. Elle ramena Justine au village, loin du chaos, loin des ombres projetées par ses parents. Et bien qu'Elia ait eu toutes les raisons de tourner le dos, il fit le contraire. Discrètement, il fournit de l'argent à la mère d'Alice, s'assurant que Justine ne manque jamais de nourriture, d'école ou de soins. Pour Elia, le garçon était innocent, une autre victime des mensonges. Pour la première fois depuis des années, Elia et Michel étaient véritablement libres. Plus de chaînes de tromperie, plus de dangers tapis, juste la paix. Elia réfléchissait souvent à comment tout avait commencé. Sauver une étrange fille un jour fatidique, trouver un collier qu'il avait autrefois laissé à Muna, et démêler les vérités qui avaient failli le détruire. Maintenant, il savait que la bonté l'avait conduit à ce moment,
et à jamais il chérirait le jour où il avait choisi de ne pas tourner le dos à l'humanité. Fin. Merci d'avoir regardé. La voix du narrateur se clôt chaleureusement. Veuillez vous abonner, commenter ce que vous avez appris, aimer et partager. Restez à l'écoute pour plus d'histoires incroyables.